Je dis, je suis née dans les larmes de mon père pleurait. Moi aussi, j'ai vécu ma vie avant de prendre pleinement conscience de la place que prenait cette histoire dans ma vie. Elle porte le poids de son histoire familiale, ancrée depuis sa naissance. Lise est la fille d'un rescapé de la Shoah, Albert Onijas. Dans cette famille juive originaire du Havre, tous, sauf Albert, ont été déportés dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, victimes de la barbarie nazie. Moi, j'ai grandi avec la mort de ces gens. Lise a vécu avec l'ombre d'Auschwitz et la souffrance de son père, devenu orphelin après la guerre. L'histoire d'une famille normande au destin brisé par la déportation. T'as à la fois plus ton père et plus ta mère et plus ta sœur et plus ta grand-mère. Je veux dire, voilà, c'est terrible. Alors, comment vivre avec le traumatisme des siens ? Comment transmettre la mémoire après l'horreur ? Pour la première fois à 68 ans, Lise Onijas se rend en Pologne, sur les traces de ses ancêtres assassinés dans les camps. Un voyage mémoriel qu'elle partage avec des lycéens normands. Je suis venue témoigner devant eux et leur confier l'histoire de ma famille. Dans ce documentaire, elle se livre sur cette odyssée, presque thérapeutique. Celle de la reconstitution de l'histoire de sa famille, après plusieurs années de recherche, mais aussi celle de la transmission aux jeunes générations, pour ne jamais oublier. On va s'intéresser plutôt au travail de l'historien par rapport à la vie de la famille à partir de documents d'archives. Alors des archives qui proviennent de sources différentes. Vous avez des archives familiales, mais vous avez également des archives administratives. Donc là, je vous ai mis les archives sur l'espace partagé, votre espace documentaire sur le NT. Voilà plusieurs mois que ces lycéens de Fécamp, en Normandie, travaillent sur la famille Onijas. En cours d'histoire, ils épluchent les archives et remontent le temps sur leurs ordinateurs à la recherche de documents et photos. C'est deux personnes qui sont ses voisins qui attestent que oui, il habite bien à l'endroit. Pour comprendre l'histoire de la famille, il faut d'abord remonter à l'avant-guerre. Moshe et Lisa sont installés au Havre en Normandie, où ils élèvent leurs deux enfants, Janine et Albert. La mère de Lisa, Dora, vit avec la famille depuis la mort de son mari, un ancien rabbin. Tous font partie d'une petite communauté juive, estimée à 320 personnes en 1939. Moshe et Lisa étaient et sont toujours mes grands-parents. Albert était mon père et la petite Janine aurait été ma tante, enfin, disons qu'elle est ma tante, mais qu'elle est décédée trop tôt pour tenir son rôle en quelque sorte. À cette période, le chef de famille, Moshe, travaille en tant qu'interprète pour la Compagnie Générale Transatlantique, après avoir été marchand et coiffeur. Il était interprète de 3e classe pour les émigrants, pour leur permettre de communiquer avec les gens du bateau, entre autres. Eh bien, mon grand-père faisait régulièrement la traversée Le Havre-New York, l'aller-retour. Que vous me fassiez pour la fin de l'heure, c'est l'étape 4 et 5. Vous regardez plus particulièrement l'étape 4 et l'étape 5, qui va être d'écrire. Il était 8h30 lorsque Lisa se réveilla seule dans son lit. Elle fixait le réveil, elle qui avait si hâte de retrouver son cher et tendre époux qui revenait de New York aujourd'hui. Alors qu'elle préparait le déjeuner pour son jeune fils Albert, elle se retourna et vit Moshe les bras chargés de cadeaux. Elle posa immédiatement le plateau qu'elle tenait dans ses mains et courut dans ses bras.
Elle le serra si fort que ses cadeaux tombèrent presque de ses mains. Elle appela son fils « Albert, Albert, ton père est entré !» Et on n'a pas eu le temps de continuer. Dans la famille Onijas, il y a donc Lise, l'une des filles d'Albert, mais aussi Christine, la cadette. Elle est autrice d'un livre, J'ai hérité d'Auschwitz, témoignage de la 3e génération d'après-guerre, support pédagogique pour les élèves. L'idée, c'était là dans un premier temps que vraiment ils travaillent sur une lecture et qu'il y ait une accroche personnelle sur le livre. C'est par-delà la question de l'histoire, par-delà la question de la documentation, c'est plutôt aller chercher du côté du témoignage, de l'expérience, de la sensibilité et comment justement, quand on a 16 ans, 17 ans, comment est-ce qu'on reçoit ce type de parole, quoi. On trouvait ça quand même assez important de montrer finalement que la vie avant la guerre était juste basique comme nous en fait, comme une vie maintenant aussi simple que que marcher dans la rue, c'était une vie basique. Et donc on a choisi de montrer ici le quotidien finalement de cette famille, donc avec un père qui était souvent absent, qui partait, que ce soit ici en Amérique ou qui voyageait beaucoup, et donc qui était content de retrouver sa famille. On voulait insister aussi sur cet aspect sentimental, cet aspect émotionnel, de justement l'importance d'humaniser quand même, de montrer que c'était des simples humains comme tout le monde. Voilà. Vous allez relever des erreurs également. Peut-être qu'il y a des dates qui vont se contredire. Le fait de voir des gens et de discuter de ça, c'est pas comme un film, c'est pas comme un cours en fait. Tout de suite, ça prend une place différente, quoi. Et dans la mesure où il y a quasiment plus de témoins directs en fait de tout ça, notre travail justement, c'est de réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de la mémoire, comment est-ce qu'on peut transmettre la mémoire dans un monde où tout ça où les témoins vont disparaître, comme ce qu'on a vécu sur 14-18 avec la mort des derniers poilus et tout ça. Moi, ça me touche déjà qu'elle nous raconte son histoire parce que je trouve ça courageux de venir devant des élèves raconter l'histoire de sa famille. Et je trouve que ça nous ancre encore plus dans ce qu'on apprend par les profs. C'est du concret et ça permet de mieux comprendre aussi ce qu'ils ont vécu vraiment là-bas dans les camps de concentration et tout ça. C'est la vie normale, vous voyez. Donc l'idée, c'est d'essayer d'imaginer ça. Donc notamment à partir de Moshe, de sa femme. Moshe part tôt le matin pour se rendre près du port au salon de coiffure où il est embauché. C'est le même chemin chaque matin. Il marche seul dans l'obscurité. La ville est encore endormie. Le seul bruit présent est celui de ses pas résonnant sur les pavés. Pendant ce temps, Lisa reste seule dans l'appartement, carnet à la main, observant ce qui se passe à travers la fenêtre, en attendant impatiemment le retour de son mari. Une fois sa longue journée de travail terminée, Moshe rentre alors chez lui, épuisé par son travail. Malgré le bonheur régnant sur le visage de Lisa, en voyant son mari de retour, le silence comble le vide de l'appartement. Nous sommes au mois de juin dans la ville du Havre. Il fait chaud, l'été approche. La sonnerie retentit, c'est la fin de la journée d'école. Jeanne s'empresse de sortir de la classe pour retrouver ses parents qui lui avaient promis un goûter sur la plage tous ensemble. Assis sur les galets, Jeanne raconte sa journée à ses parents en apercevant Albert qui courait pour les rejoindre. Voilà. Ça permet de voir des choses concrètes et de mieux s'imaginer. Et en plus de ça, Lise, elle avait apporté plein de témoignages, etc. Toutes les archives, donc ça permet de voir en vrai les choses qu'on nous dit en fait depuis petit. C'est super, on a des ambiances. C'est génial. C'est trop bien. Merci beaucoup. Ces textes, quand vous les aurez terminés, font vraiment vivre ces gens dans leur vie de tous les jours. C'est formidable. Donc, merci beaucoup. Merci. Mais derrière les écrits des élèves se cache la réalité. Celle d'une famille brisée par l'un des plus gros génocides de l'histoire. Dès leur arrivée au pouvoir en 1933, Hitler et les nazis organisent la stigmatisation des Juifs. En France, à partir de 1940, des exodes massifs ont lieu pour échapper à la persécution. Les pressions contre les Juifs vont devenir de plus en plus importantes, de plus en plus dramatiques et de plus en plus menaçantes. La famille Onijas quitte le Havre au début de l'occupation. Le couple, les enfants et leur grand-mère se réfugient à Paris, dans le 4e arrondissement.
Mais dès 1941, les rafles se succèdent dans la capitale, comme celle du Vélodrome d'hiver, organisée en juillet 1942, avec la complicité de la police française. Près de 13 000 juifs sont arrêtés, dont une partie de la famille. Le 16 juillet 1942 à 5h30 du matin, les policiers frappent à la porte et les policiers qui sont venus arrêter ma famille ne viennent chercher que Moshe, le père de famille. Mais Lisa va refuser de laisser son mari partir tout seul. En fait, je crois qu'elle ne veut pas être séparée de son mari. Et elle décide de l'accompagner. Avec la petite Janine, donc qui a 8 ans au moment de l'arrestation. Rentre et sa grand-mère a été emmenée pendant qu'il n'était pas là. Donc il se retrouve tout seul à l'âge de 16 ans et pendant 1 an, jusqu'en 44, en mars 44, il va réussir à survivre tout seul. Il va vivre dans les caves autour de lui et il va voler ce qu'il trouve pour le revendre très certainement au marché noir et avoir un petit peu d'argent pour survivre. Albert Onijas réussit à échapper aux différentes rafles. Mais il est tout de même arrêté pour ses vols. Il est jugé, puis finalement placé dans un centre d'accueil pour mineurs, jusqu'à la libération. Il a réussi à passer entre les mailles du filet parce que le juge ne l'a pas, en quelque sorte, trahi ou remis aux Allemands. Comme de nombreux autres enfants après la guerre, Albert se retrouve orphelin, livré à lui-même dans les rues de Paris. Albert a d'abord vécu dans l'espoir, comme beaucoup d'autres juifs, que tout le monde allait rentrer. Parce que bien sûr, c'est ce que tu préfères penser. Donc il faut voir la destruction psychique que ça représente, de découvrir que tu as à la fois plus ton père, et plus ta mère, et plus ta sœur, et plus ta grand-mère. Je veux dire, voilà, c'est terrible. Après la libération, et sans nouvelles de sa famille, Albert retourne chez lui au Havre, où il est recueilli par un couple de Normands. Il a été sauvé quand il rentre au Havre par le couple Lambert, André et Louise Lambert, qu'il a considérés comme ses parents adoptifs. Donc un couple de gens qui avaient entre 50 et 55 ans peut-être, au moment où ils font connaissance en 1945, donc après la grande découverte de ce qui est arrivé à ses parents, en voyant les déportés descendre des trains, en les voyant, en allant comme tout le monde au Lutetia, mettre un petit mot qui disait « Avez-vous vu Moshe Onijas, Lisa Onijas, Janine Onijas, Doras Vik ?» Il faut comprendre qu'Albert va aller à la gare. Ça, il ne l'a pas raconté, hein. Mais c'est pas possible autrement. Il va aller à la gare et il va voir des gens descendre des trains. Vous imaginez la tête qu'ils ont fait quand ils ont vu les premiers déportés descendre des premiers trains. Alors, il ne sait pas tout, mais il a vu. Il a vu, il a entendu parler des camps, il a vu les gens qui en revenaient. J'en suis vraiment très persuadée. De son père décédé en 2008, Lise garde le souvenir d'un homme tourmenté. Il parlait du départ de ses parents
il ne parlait pas de ce moment de compréhension. Mais bon, voilà, moi je le lui attribue parce que je ne crois pas qu'il aurait pu parler de ça. C'est-à-dire que lui-même, bien qu'il ait beaucoup parlé, il y a des choses dont il ne pouvait pas parler parce que, j'ai envie de dire, il les aurait dites, il serait mort, quoi. Mon père a été quelqu'un à part pendant toute sa vie. Je suis née dans les larmes de mon père pleurait. La nuit, il pleurait. Mon père dormait peu. Il a une partie de son psychisme s'est arrêtée à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire qu'il revivait constamment. Il y avait une partie de lui qui a eu 15 ans dans sa tête toute sa vie. De cette période sombre, Albert en a fabriqué des écrits qu'il a transmis à ses 2 filles. Plusieurs pages de testament, comme un journal intime, après l'indescriptible. La séparation brutale a ébranlé totalement tout mon être. Adolescent de 15 ans et demi, au moment de l'arrestation de mes parents, j'ai vécu le cauchemar d'être séparé brusquement de ma mère, mon père et ma sœur, alors âgés de 8 ans. L'arrestation de ma grand-mère quelques mois après a été le couronnement d'une situation pesante à l'excès, provoquant en moi un état incroyable d'inquiétude, de solitude morale intense. En quelques instants, ma vie fut brisée, mon cœur déchiré, ma raison ébranlée. Quel déchirement! Comment oublier cela? Une mère adorable, qui m'aimait et que j'aimais de tout mon cœur. Un père, un vrai copain pour moi, un père et un frère, tout quoi. Une petite sœur mignonne, 8 ans. Qu'avait-elle fait? Rien, absolument rien. Pendant des années, j'ai espéré le retour des miens. Les recherches vaines, les attentes, les rêves insensés. Chaque jour, je serrais ma mère dans mes bras. Je la voyais, j'en rêvais. Mon père, ma mère, ma sœur, ma grand-mère, ma famille. Les reverrai-je un jour, pensais-je alors? Ils ne sont jamais revenus. Un coup de massue supplémentaire, le trou de ma vie, l'éclatement de mon cœur et de mon esprit. J'ai vécu sans vivre. 33 ans ont passé depuis, dont 25 ans, un quart de siècle, à vivre dans leurs souvenirs intenses. Comment oublier? Pour tenter de comprendre la souffrance de son père, Lise décide de se rendre pour la première fois dans les camps, en Pologne. Un voyage inédit, mûrement réfléchi. Je n'ai jamais voulu aller à Auschwitz. Je me le suis toujours dit comme je n'ai pas besoin d'aller à Auschwitz parce que je sais ce qui s'est passé. Peut-être que ça a suffi pour que je me dise, qu'est-ce que tu peux voir de plus, quoi? Et en fait, oui, bien sûr, tu vois des choses en plus. À Auschwitz, probablement le plus célèbre de tous les camps de la mort nazie. Un complexe conçu pour exterminer la population juive dans le cadre de ce que les nazis appelaient la solution finale. Situé au sud de la Pologne, Auschwitz est divisé en 3 camps, parmi lesquels le camp de concentration Auschwitz I et le centre de mise à mort Birkenau. Plus d'1 million de juifs y ont été assassinés, dont une partie de la famille Onijas. C'est un matin de janvier, à Deauville, que nous retrouvons Lise et les lycéens. Direction Cracovie, dont l'aéroport est le plus proche du mémorial d'Auschwitz-Birkenau. Ça a gambergé ce matin, c'est normal. Ça fait même un bon petit moment que ça gamberge, mais c'est vraiment des conditions très, très correctes. Partir avec ce groupe. Et puis, comme j'ai vécu avec les événements toute ma vie, j'ai envie de vous dire que que si j'ai un coup de tristesse, je l'aurai. Et puis ça finit par passer. Et là, ce jour-là, j'ai compris ce que j'ai. Voilà, là-bas. Merci. Parfait, vous montez à l'avant. Bon voyage. Merci.
passagers, bienvenue à Cracovie. Nous avons atterri à 11h25 et la température extérieure est de moins 2 degrés. Je sais bien que c'est pas facile d'arriver ce matin comme ça sur le site d'un ancien camp et le site d'un ancien centre de mise à mort sur un lieu extraordinaire, c'est-à-dire qui sort complètement de notre imaginaire et de nos références. Donc voilà, progressivement on va essayer de rentrer un petit peu dans ce lieu inconcevable et qui pourtant a existé, ce lieu qui est celui de la Judenrampe, c'est-à-dire le lieu d'arrivée des convois de toute l'Europe pour les Juifs déportés par les nazis. Bon, il fait soleil, il y a de la neige partout. On va descendre du car et on démarre la visite. On est à la Judenrampe. Moi, je sais où je suis. Je sais que nous fait entrer dans le camp comme on a fait entrer les gens qui ont été déportés. Le train arrive là. On ouvre les wagons et les gens descendent à cet endroit sur le quai, la rampe des Juifs. Ici, les convois de Juifs de France et d'Europe sont arrivés entre 1942 et 1944. Entassés dans des wagons à bestiaux, les déportés sortaient après plusieurs jours de voyage, épuisés par des conditions de transport inhumaines, privés d'eau et de nourriture. La première réaction des gens qui sont dans le train, c'est pas de voir qu'est-ce qui va leur arriver, c'est de enfin respirer, se décoller des gens, parce que il y a des gens qui sont morts dans le wagon, ils sont restés quelquefois debout, maintenus par les gens qui étaient là tout autour. C'est vraiment abominable, et donc enfin, ça fait 3 jours. Moshe, Lisa, Janine et Dora ont été déportés dans 4 convois distincts. Malgré qu'ils aient été raflés en même temps, en tout cas le père, la mère et la petite fille, chacun est parti dans un train différent. Donc moi, ce qui me heurte le plus, c'est de penser que Janine, à l'âge de 8 ans, part toute seule, sans son père, sans sa mère, et est enfermée dans ce train pendant 3 jours. Vraiment, je me dis, voilà, j'ai traversé toute l'Europe, enfin, je suis au milieu de l'Europe, je sais pas, et là, je suis là, entre guillemets, toute seule, et je suis à l'endroit, enfin... À partir de 1942, et dès la descente du train, les nazis forment des files avec les déportés. D'un geste de la main, ils séparent d'un côté les femmes, les enfants et les personnes âgées, et de l'autre, les hommes en bonne santé. C'est la sélection. Les plus jeunes, les plus faibles et les plus âgés sont immédiatement envoyés à la mort dans les chambres à gaz. C'est pas le tri entre les vivants, les morts, les inaptes au travail. Ça, c'est des mots que les nazis se donnent ou que nous, on a parfois de façon un peu déformée réutilisés. Non. Aux yeux des nazis, tous les juifs doivent être assassinés. Ces photos sont les seules preuves visuelles restantes du processus qui conduisait au massacre de masse à Auschwitz-Birkenau. Elles ont été prises par 2 SS durant l'été 1944 et découvertes par une déportée, Lily Jacob, qui a donné son nom à l'album. 197 clichés, actuellement conservés par Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, base de données essentielle pour les familles de déportés. Mon père avait vraiment fait le plus de démarches possibles. Alors une partie, bien sûr, de ces démarches, ça avait été aussi de contacter Serge Klarsfeld et d'obtenir les listes des convois. Selon ces listes, Moshe Onija s'est déporté le 31 juillet 1942 au sein du convoi numéro 13. Sa femme, Lisa, est déportée le 3 août 1942 dans le convoi numéro 14.
La petite Janine est déportée quelques jours plus tard, le 19 août 1942, dans le convoi 21. Dora est la dernière à être déportée le 2 mars 1943 au sein du convoi 49. Moshe, convoi numéro 13. Lisa, convoi numéro 14. Janine, convoi numéro 21. Tout ça, c'est août 1942. On est déjà à 21 convois. Et chaque convoi contient environ 1100 personnes. Dora, en février 1943, c'est le convoi numéro 49. De 21 à 49, en quelques mois. Au total, selon les historiens, plus d'1 million de Juifs ont été assassinés à Auschwitz-Birkenau, dont 69 000 Juifs de France. Ceux qui étaient envoyés directement dans les chambres à gaz n'étaient ni enregistrés, ni tatoués, comme Moshe, Lisa, Janine et Dora, qui, selon les autorités françaises, meurent quelques jours seulement après leur arrivée à Birkenau. Ils sont arrivés, ils ont été gazés, immédiatement. Tous. Par contre, Madame Duparc, qui organise ce voyage, c'est la prof qui s'occupe de la classe, a eu cette réflexion récemment. Elle me dit, il faudrait quand même qu'on cherche parce que, voilà, Moshe, c'était un homme dans la force de l'âge. Donc, c'est pas très, très logique qu'à la descente du train, il ait été envoyé dans les camions pour être gazé immédiatement. Par contre, il faudra vérifier, par exemple, à ma connaissance, il n'y a pas de numéro de tatouage pour personne. Mais si il a été gardé pendant un temps, il apparaîtrait peut-être dans les listes de tatouages. Donc après, j'y connais pas grand-chose sur ce plan-là. Mais Madame Duparc envisage certainement de faire une petite recherche pour en savoir un peu plus. Ou pour avoir une certitude sur ce qui s'est passé. Et quelquefois, avoir une certitude, c'est bien aussi parce que moi, ça fait très longtemps que je cherche des choses à mon petit niveau. Et lorsque j'ai une certitude, eh bien, c'est comme si j'avais découvert quelque chose. À partir d'avril 1944, les nazis dérivent une autre voie ferrée pour mener les convois directement dans le camp. Ce quai deviendra le plus emblématique de la Shoah et transportera les déportés directement au pied des chambres à gaz. On a beau leur enseigner en classe, on leur montre des images, on leur montre des photos, on leur montre des extraits de films pour comparer la fiction avec la réalité, mais ils ont quand même toujours cet univers mental des camps, du fonctionnement, et ils ne se rendent pas compte dans la réalité comment ça pouvait se traduire dans l'espace, dans la géographie. Là, c'est très concret pour eux. Là. Quand ils arrivent, là par exemple, il y a des élèves qui ont dit « elle n'est pas si impressionnante que ça, la porte ». Ils l'ont vu au dernier moment avec le brouillard et ils avaient l'impression d'être écrasés par la grandeur de la porte. Et là, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si grand que ça. Donc, ça leur fait réaliser des choses un peu différentes que ce qu'on peut voir en cours. On arrive dans un lieu où il y a une espèce de truc détruit. Hein, voilà. Et là, on nous explique que c'était le lieu où étaient les crématoires. Cette ruine est l'un des 4 crématoriums mis en service en 1943 dans le camp. Avant cette date, les nazis utilisaient des chambres à gaz, sans crématoire, avec une fosse adjacente pour mettre les cadavres. Ces nouvelles installations permettent d'éliminer plus efficacement les prisonniers, jusqu'à plusieurs milliers, chaque jour. Ce qui me marque à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, le temps que nous, on arrive à la Judenrampe et qu'on arrive là à pied et qu'on fasse les petits stops en route et tout ça, eux, ils sont arrivés et voilà, on a fait le parcours, nous, dans le camp, mais on a fait le même parcours qu'eux.
Sur ces photos issues de l'album de Lily Jacob, des juifs classés inaptes au travail attendent dans un bosquet, près du four crématoire 4. Des femmes, des enfants, épuisés après plusieurs jours de transport. La plupart d'entre eux n'ont aucune idée du sort qui les attend. Les prisonniers conduits aux chambres à gaz étaient convaincus qu'ils allaient pouvoir prendre une douche. Mais par des trappes situées en haut du bâtiment, les nazis déversaient le Zyklon B, un gaz mortel tuant les victimes en quelques minutes seulement. La porte était même équipée d'un judas permettant d'observer l'intérieur sans risque. On est dans un état second, et je pense que tout le monde était dans un état second, chacun dans son petit monde. Ça y est, la réalité va apparaître. Là, il ne fait plus soleil du tout, il y a une espèce de brouillard. Et puis le froid nous tombe dessus aussi. On est vraiment happé par le brouillard, le froid. Et là, enfin, c'est... Là, je pleure. Je pleure parce que c'est très difficile à expliquer. Pour moi, c'est la réalité. En plus, bon, on est là, il y a de la neige partout. Les fours crématoires ont été détruits, mais les ruines conservées. Et ça m'a énormément touchée de les voir. C'est assez émouvant parce qu'on se rend vraiment compte, on l'étudie depuis plusieurs années et là on est vraiment sur les lieux. Et c'est vrai que c'est émouvant surtout de voir du coup avec Lise les émotions qu'elle ressent. Et on a du mal aussi à réaliser ce qui s'est vraiment passé sur ces lieux. Le fait que les personnes elles souffraient vraiment pendant longtemps, leur mort durait 20 minutes, ça m'a vraiment marqué. On essaye d'imaginer un peu. C'est assez triste. C'est assez bizarre de se dire que, de par ses parents et ses grands-parents, elle a vraiment vécu ce traumatisme. Et là, on voit bien que elle le ressent 10 fois plus que nous. Je pense que déjà que nous, ça nous perturbe. Alors elle se dit que sa famille a vécu ça. C'est encore pire, je pense. On se rend compte dans les classes qu'ils écoutent notre discours, mais ils n'écoutent pas le témoin de la même manière que nous. Donc souvent il y a des choses qui passent plus facilement ou ils retiennent plus facilement parce que c'est la parole du témoin. On fait toujours un travail de distinction entre mémoire et histoire. Là, les élèves ont bien compris que la parole de Lise était la parole de la mémoire, elle représentait la mémoire, et que nous, en cours d'histoire, on est plutôt sur la partie histoire. Donc ils font bien la différence, mais ils sont toujours beaucoup plus attentifs par rapport à la parole du témoin. Et comme les témoins directs, vous l'avez dit, disparaissent, nous, on a choisi cette année de travailler avec les témoins de deuxième génération et qui transmettent une histoire qui est différente aussi que celle des témoins de la première génération, les témoins directs, parce qu'ils ont une émotion qui est encore différente. Là, on voit bien que le traumatisme, il est très présent dans la famille de Lise, et les élèves vont devoir apprendre à gérer aussi ce traumatisme, à essayer de le comprendre, et de voir que même encore aujourd'hui, il y a des conséquences dans ces familles de déportés. En plus, moi, j'ai toujours eu ce sentiment d'y aller et de leur balancer toute l'histoire. Et là, les élèves se prennent l'histoire à plein pot, quoi. Et depuis le début, t'en parlerais à Camille, elle te le confirmerait, mes
Ma première question, là, d'ailleurs, je lui pose plus, mais maintenant, mais je lui ai posé cette question, qu'est-ce que je leur dis? Elle me dit, tu leur dis tout. Je lui dis, t'es sûr, ça va pas les traumatiser? Moi, j'étais persuadée que j'allais transmettre le trauma en direct, quoi. On sait comment les déportés étaient habillés, hein. Pas de chaussettes, dans les pieds dans des sabots, espèce de sabots en bois. Et puis alors, plus tard, on va voir l'intérieur d'un baraquement et on va voir les espèces de boîtes en bois, là, enfin d'étagères, hein. Donc 2 mètres de large, 1 mètre de hauteur pour l'étagère du milieu. Et dedans dorment 6 personnes. Hein, ce sont les koyas dans lesquels les déportés dorment. Et puis ils ont 2 couvertures pour 6 personnes, quoi, hein. Donc c'est vraiment terrible. Déjà, l'ambiance, elle est très très pesante. Moi, depuis le début de l'entrée au camp, j'ai des frissons, je suis vraiment pas bien. C'est vraiment très très marquant parce que c'est vrai qu'en cours, on nous raconte les détails, mais sur place, on se rend vraiment compte du processus, en fait. Pendant la visite à Auschwitz, j'apprends beaucoup de choses. Monsieur Lallieu, par exemple, nous montre, à moi et aux élèves, l'endroit exact où la famille a été exterminée. Les déportés de l'année 42, et notamment les déportés de la rafle du Veldiv venant de France, ont été assassinés dans le bunker numéro 2 où nous sommes et dans le bunker numéro 1. Et de ce point de vue-là, c'est donc un lieu aussi important que la Judenrampe par laquelle nous avons commencé notre parcours ce matin, de l'achever ici même, sur les traces évidemment des victimes de la Shoah, mais tout particulièrement de ces victimes de la rafle du Veldiv, parmi lesquelles votre famille, la famille Onijas. C'est une telle désolation. Donc, il faut faire un geste qui monte vers les âmes des gens qui sont partis, qui n'ont pas eu de sépulture, qui n'ont pas été enterrés à l'endroit où ils sont morts. Ma présence à Auschwitz est justifiée parce que les élèves sont là. Et on fait cette petite cérémonie ensemble. Et moi, je dis, un jour, je vais croiser quelqu'un et je me rappellerai plus des prénoms, des noms et tout ça. J'espère que je serai encore capable de les reconnaître et de dire, ah bah, on était ensemble. Bon, ça ne vous oublie pas. Nous avons déposé ces bougies et nous avons aussi déposé des petits cailloux, donc, comme dans la tradition de la religion juive, pour commémorer sa famille qui est morte.
Donc c'était un geste pour elle, puisqu'on trouve que c'est important. Elle est courageuse de venir ici et il est important aussi de commémorer ces 4 personnes parmi tous ces morts, puisque nous connaissons sa famille. On aurait été dans une église, on aurait mis un cierge. C'était pas un moment religieux du tout. C'était un moment d'hommage. Il y avait 4 bougies blanches pour 4 personnes dont les âmes ont quitté la terre en étant gazées ici. Donc voilà. Et puis on leur a mis aussi un petit caillou blanc qui est une pensée. Donc les élèves sont venus ici et ont découvert l'histoire de la famille dans le cadre de mon témoignage. Et les élèves ont eu ce petit geste. Essentiellement, on en avait parlé avant, et ils sont venus avec leur propre petit caillou blanc. Voilà, je crois qu'ils avaient tous ce qu'il fallait. C'était aussi l'occasion, surtout, de mettre en valeur la présence des élèves et leur investissement. Voilà, ce sont les élèves qui ont rendu hommage à ma famille, même si c'est moi qui ai acheté les bougies. Quand tous les survivants vont décéder malheureusement, c'est important de témoigner pour justement transmettre toutes les connaissances qu'on nous a inculquées et pour permettre éventuellement de ne pas refaire les mêmes erreurs et de comprendre les mécanismes de la violence et de la haine. N'étaient pas tous isolés, parfois les nationalités étaient mêlées à l'intérieur d'un bloc. Mon premier ressenti, c'est que je suis fière des élèves. Enfin bon, en plus, je suis une ancienne enseignante, hein. J'ai enseigné 30 ans. Mes élèves, c'était des élèves de collège. Mais je suis là parce que j'avais dit à Madame Duparc, si tu obtiens le voyage pour cette classe, j'irai. Et je n'aurais pas voulu décevoir... les élèves savaient que je partirais avec eux. Il n'est pas question de ne pas partir. Donc, je suis fière de ces élèves qui ont été très gentils avec moi quand j'ai vraiment eu un moment d'effondrement. Ils m'ont tous dit qu'ils allaient être là si j'avais besoin. Et quand j'ai eu besoin, je suis venue vers eux et ils se sont occupés de moi. Et c'est pas justement pour ça que je suis fière d'eux, mais c'est parce que c'est bien de leur avoir confié l'histoire de ma famille, parce que eux aussi, ils la partageront et ils leur rendront hommage, même si je suis pas là. Ça, c'est sûr. Moi, je savais que j'allais avoir besoin d'être entourée et que c'est une visite que je n'aurais jamais pu faire seule, même si j'ai visité toute seule le camp de Dachau. Mais à Dachau, il n'y avait pas d'enjeu parce que c'est pas là que ma famille était morte. Alors qu'ici, bien sûr, c'était pas possible autrement que de ressentir une très très grande émotion. Mais je suis là aussi parce que je me suis engagée auprès de ces jeunes et que leur engagement en retour est un cadeau. On a du coup cette chance de pouvoir être ici au camp, et je pense que c'est un moyen en plus pour transmettre cette mémoire, parce que c'est super important. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé ici, etc. Donc c'est notre devoir de transmettre cette mémoire. On est porteur de mémoire, donc ouais. La visite du camp d'Auschwitz m'a apaisée. Je suis rentrée apaisée. Parce que moi, j'ai vécu toute ma vie, jusqu'à 68 ans, avec la mort de ma famille. Le complexe d'Auschwitz est libéré, c'est-à-dire les troupes soviétiques arrivent ici le 27 janvier 1945. Elles arrivent ici en vérité presque par hasard. Ils vont trouver donc ces près de 7000 déportés, les ombres vivantes. Certains mourront dans les jours qui suivent d'épuisement, et puis rapidement ils vont être pris en charge par la Croix-Rouge, par la Croix-Rouge polonaise, par la médecine militaire soviétique. Mais l'essentiel, vous l'avez entendu, des déportés aura été dans les jours qui ont précédé, entre le 17 et le 21 janvier 1945, ils auront été évacués, c'est-à-dire transférés vers d'autres camps
à l'intérieur du Reich. Les nazis ne souhaitaient pas laisser de témoins, mais plus encore, ils souhaitaient conserver cette main-d'œuvre que représentaient déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années les déportés au service de la guerre totale dans laquelle les nazis étaient engagés. Moi, j'ai pleuré pendant toute mon enfance tous les soirs. Voilà, dans mon lit. Discrètement pour pas qu'on m'entende. Voilà. Donc pour moi, le trauma, j'ai endossé ce que je comprenais de ce que j'entendais. Et qu'est-ce que j'entendais? Mon père pleurait, il était malheureux. Et je pense vraiment maintenant, alors à l'âge de 68 ans, que en fait, si moi je pleurais, c'était pour pas qu'il pleure tout seul. La souffrance morale anéantit l'être humain de l'intérieur. Des soins durant des années, des névroses, des psychoses de peur, la solitude, l'angoisse. Est-ce cela la vie? Non. Cela a été mon lot, mon fardeau. Je me sens soulagée d'avoir pu écrire tout ceci. Mon Dieu, que c'est difficile à faire. Comme je l'ai déjà écrit plus haut, le temps atténue bien des choses. Mais lorsqu'on est passé par de telles épreuves, on ne peut oublier. J'ai compris là-bas, où je suis revenue en comprenant que c'était son histoire et que moi, j'étais en décalage par rapport à lui. Que son histoire m'appartient parce que c'est ma famille. Que son histoire m'appartient parce que c'était mon père. Que son histoire m'appartient parce que je n'ai pas voulu le laisser tout seul avec son histoire, même si je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Que je l'ai accompagné toute sa vie, que je regrette de ne pas lui avoir dit plus que je l'aimais et qu'il pouvait compter sur moi pour continuer ce qu'il avait fait. Mais même si je ne lui ai pas dit, l'essentiel, c'est de le faire. Lisa, Janine et Dora, nous avons découvert leur vie, leur joie, leur peine. Nous savons que c'était des êtres humains comme les autres. Et comme nous. Ginette Kolinka nous dit « Voilà où mène la haine de l'autre ». Elle nous a encouragés à devenir passeurs de mémoire. Et c'est ici que cela commence.